Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 mars 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Je ne sais pas pour vous, mais quand je prononce mon propre nom ou que j'entends mon propre nom, j'ai toujours une impression d'étrangeté, une impression bizarroïde, comme si l'on s'adressait à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Porter son propre nom est parfois très étonnant, mais aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage tiré de le Journal de Montréal. Ouais, le Journal de Montréal, que depuis 2 semaines, je lis tous les jours. On dépose un Journal de Montréal dans le couloir du bloc dans lequel je vis et aucun des locataires ne le prend. Je ne sais si c'est une promotion du Journal de Montréal, mais assurément, dans mon bloc, c'est un échec retentissant. Et le lisant, eh bien, je déprime pas mal. Martineau égale à lui-même, c'est-à-dire extrêmement mauvais et vraiment déprimant. Mais je voudrais vous parler de quelque chose, un petit passage que je vais vous lire. Et tout de suite, je dois vous dire que je n'ai pas suivi l'affaire Guy Turcotte et Isabelle Gaston. Je n'ai pas suivi non plus l'affaire Magnotta. Ce que j'ai retenu deux choses de l'affaire Magnotta, cependant. Je le sais, vous le savez, je vous l'ai dit, je suis pas allé voir la vidéo. Bon. Je reviendrai pas là-dessus, là, mais ce qui m'a frappé dans l'affaire Magnotta, donc, deux choses. La première, c'est que la divulgation de cette vidéo, qu'on a su qu'elle était disponible, c'est le même jour que Anonymous a rendu public la vidéo du party d'anniversaire de Jackie Desmarais. Et le contraste entre la misère sordide dans laquelle s'est déroulée les atrocités qu'a commises Rocco Magnotta et le faste, l'insolente richesse que je qualifierais de monstrueuse du clan des Marais, eh bien, ces deux vidéos-là paraissant la même journée, pour moi, ça a provoqué un immense sentiment de dégoût et d'incompréhension. Et le lendemain, m'en allant travailler, j'ai pu capter sur la rue Sainte-Catherine, dans le village gay. Je vis dans le village gay. On pourra en reparler une autre fois. Et je me qualifie moi-même de Claude, un Claude Lévi-Strauss du village. Je ne suis pas un indigène, mais j'ai étudié les indigènes. Et il y a tant à dire sur le village et tant à dire également sur la condition homosexuelle. Mais le politiquement correct, le militantisme envahissant tout, on ne peut plus rien en dire. Je ne sais si Pasolini ou Fassbinder se seraient battus pour légaliser le mariage. Mais quand on entend toute cette montée, qui était déjà là quand même, de l'homophobie, eh ben, on n'a pas envie d'aller rejoindre les homophobes dans leur opposition au mariage gay. Mais j'imagine sans peine un Fassbinder se couchant au beau milieu de la Gay Pride et hurlant des imprécations. Mais est-ce que la communauté gay pourrait aujourd'hui accepter d'entendre des voix aussi dissidentes que celles d'un Fassbinder, d'un Pasolini ou d'un Jean Genet? Je n'en sais trop rien. Alors donc, je m'en allais travailler, empruntant le métro. Il y avait deux journalistes qui interviewaient des habitués d'un des nombreux bars qu'il y a dans le village. Et le village, vous le savez, c'est quelques coins de rue. Et dans ces quelques coins de rue-là, on y retrouve toutes les classes sociales du Québec. De la petite bourgeoisie au prolétariat.
Et un Magnotta, étant donné sa situation économique, étant donné son esprit, étant donné son inculture, outre sa beauté, ne pouvait briller dans certains milieux gays d'avant-garde, je dirais. Alors, ces deux journalistes-là interviewaient des habitués d'un des bars, mais cette fois-ci un bar que je qualifierais de quasiment du troisième âge prolétaire, parce que ça, c'est un autre des mythes qu'un jour il faudrait bien dissiper. Les gays ne sont pas plus riches que le reste de la population. C'est le contraire. Ils sont plus pauvres. On y reviendra à un autre moment donné. C'est pas le propos de ma vidéo, c'est le comportement d'Isabelle Gaston, le propos de ma vidéo, et ce que j'ai lu dans le journal. J'y arrive. Alors, ce qui m'a frappé, c'est de voir ces journalistes donc interviewant ces petits vieux dans ce bar gay, et eux le connaissaient. Il est clair que Magnotta pouvait briller dans des lieux où règne l'inculture et règne la pauvreté. Et ces petits vieux-là disaient, ouais, qui fréquentaient le bar en question. Ce qui ne m'étonnait pas. J'aurais été plutôt étonné que Magnotta fréquente les bars branchés du village, où enfin, il n'y aurait pas trop brillé. Alors hier, on revient à Isabelle Gaston, depuis le début de cette affaire-là que je n'ai pas suivi, comme je vous disais, mais j'ai une impression de malaise quasi permanent concernant Isabelle Gaston. Je comprends sa souffrance. Sa souffrance doit être absolument terrible. Mais je vous dirais, je ne comprends pas sa combativité. Je sais que les victimes n'ont pas d'avenir, mais une vraie victime, ce qu'elle est, qui n'assume pas pendant au moins une assez bonne période le fait d'être une vraie victime, eh bien, ça peut être aussi grave. J'ai l'impression qu'on a ici à faire face à quelqu'un qui est absolument incapable de faire son deuil. Oui, c'est une battante. Oui, c'est une femme combative. Peut-être l'est-elle trop. Peut-être quelqu'un devrait prendre soin d'elle, de lui dire vis donc cette peine absolument terrible, absolument terrifiante. Je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de vivre cette peine-là. Je peux comprendre qu'on n'ait qu'une seule envie, finalement. C'est de la fuir. Mais, enfin, je vais vous lire le passage parce qu'évidemment, ici, Lise Ravary, je partage sa conclusion qui nous dit, bon, ben, il faudrait peut-être qu'elle fasse preuve de plus de retenue. Mais je vais vous lire ce qu'elle a fait, Isabelle Gaston. Mardi, en commission parlementaire sur la hausse des indemnités aux victimes d'actes criminels, ou IVAC, Isabelle Gaston, l'ex-conjointe de Guy Turcotte, a conclu son plaidoyer en brandissant 2 ziplocs contenant des cendres brochées à des photos de ses enfants. Hier, après une longue hésitation, Mme Gaston a finalement avoué à Paul Arcand que les sachets ne contenaient pas les vraies cendres d'Anne-Sophie et d'Olivier. Je ne sais si je dois pousser un soupir de soulagement ou un cri d'indignation. Ça venait du foyer. Écoutez, c'est assez invraisemblable, là. Mettre des cendres dans des sacs Ziploc et prétendre que ce sont les cendres de ses enfants. Il y a là une théâtralisation, une mise en scène. Je comprends qu'elle a voulu frapper les esprits. C'est un dérapage incroyable. Et tout ça est symptomatique de ce
grand dérapage dans lequel nous sommes en ce moment, dans la société québécoise, où des médecins tuent et dépaissent leurs enfants. Et quant à moi, peut-être j'aurais acquitté Guy Turcotte. Moi, je vous le dis, là, je pense que Guy Turcotte est vraiment, vraiment, vraiment malade. Mais peut-on guérir de ce type de maladie? Je ne le sais trop. Et je pense également, et ça c'est le fond de ma pensée, qu'il y a des gestes que nous posons dans la vie. Et peu importe si nous, que nous en soyons punis ou pas, il y a des gestes. Qu'en les posant, nous recevons notre punition. Nous sommes foutus après ça. Guy Turcotte est foutu. Jamais cet homme-là ne va s'en sortir. Et s'il s'en sort, là, ce ne sera qu'une illusion. Je ne souhaiterais pas être lui, d'aucune façon. Mais Isabelle Gaston, eh bien, quelqu'un devrait lui parler, de lui dire de rentrer chez elle et de vraiment, vraiment vivre son deuil. Mais c'est symptomatique d'une société qui n'accepte plus le deuil. Une société qui, en fait, a fait son deuil du deuil. Une société qui n'est plus capable de vivre avec la mort, qui n'est plus capable de vivre avec la condition tragique de l'existence. Et Isabelle Gaston, malheureusement pour elle et malheureusement pour nous, n'en est que le plus criant des symptômes. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous connaissez la suite. Merci et bonne journée.